à vous, visiteurs du salon, soyez le bienvenu sur ce CIRA 2015 et bonjour à vous tous qui nous suivez sur le net, sur le www.cira-tv.com. Nous sommes le lundi 26 janvier, il est 9h passé de 5 minutes et vous l'avez vu, le CIRA bat son plein. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour de compétition pour la Coupe du Monde de pâtisserie et ce soir, nous connaîtrons enfin le grand champion du monde. Alors, on a un programme quand même chargé. Regardez cet écran. Aujourd'hui, on a différents thèmes, différents débats à aborder ici dans cette émission. On parlera des biodéchets en restauration, de la montée en puissance des burgers ainsi que du fait maison. Est-ce utile ou inutile? Un débat qui s'annonce à mon avis assez musclé. Et puis nous avons la chance aujourd'hui à 10h55 de recevoir le grand pâtissier Philippe Conticini. Il sera là sur ce plateau pour une interview en tête-à-tête. Et puis on va également faire des duplex. Tiens, depuis l'espace concours où on retrouvera Vincent Ferniaud sur la Coupe du Monde de pâtisserie. On assistera à quelques envois de plats. On aura Boris Ditadian, le chef du restaurant Les Platanes, qui viendra nous faire une démonstration de cuisine. Enfin, vous le voyez, la CIRA TV est là, en ébullition. Et on va tout de suite regarder un petit sujet, car hier, il y a eu beaucoup de monde sur le salon, énormément d'événements. On va faire un petit focus sur les grands prix de l'innovation. Il y a la cérémonie de remise des prix a eu lieu ici même. On va également voir ce qui s'est passé au niveau du concours des fromagers, des bouchers. On va admirer évidemment les œuvres d'art de la Coupe du Monde de la pâtisserie. Autrement dit, voici un bref résumé des temps forts d'hier. J'ai soif ? Il ponctue toutes les heures la web TV du CIRA avec son CIRA News. Michel Tanguy est avec nous. De vous retrouver
retrouvés pour cette première édition du CIRA News. Pour cette journée de lundi, la semaine démarre et le CIRA bat son plein. Je rappelle que nous sommes là depuis samedi. Les concours ont déjà démarré. Il y a plusieurs lauréats. On va les féliciter, les lauréats d'hier. Il s'agit de Guillaume Cardinet qui remporte le prix du Festival national des fromagers. Et on va également féliciter Martin Crombie et Michael Perkins qui, eux, remportent le trophée européen de la boucherie artisanale. Chaque jour, nous démarrons ce CIRA News par un chiffre. Aujourd'hui, il y en aura 3 en 1. 725, c'est le nombre de nouveautés présentées sur le salon, dont 367 en avant-première. Et c'est 50% de plus qu'en 2013. Nous aimons aussi sélectionner pour vous des parcours experts. Ce sont des petits livrets que je vous montre et qui vous permettent d'aller, on va dire, directement à l'essentiel selon vos centres d'activité. Aujourd'hui, snacking, GMS et GSA, produits alimentaires intermédiaires et gain de temps. Vous allez pouvoir vous laisser guider. La sélection de stands et d'exposants a été faite pour vous. Il vous suffira de les suivre pour, on va dire, trouver les réponses qui sont attendues dans votre visite pour le CIRA pour cette journée de lundi. Le programme du jour et les différents concours qui vont se dérouler aujourd'hui, c'est encore assez dense comme journée. Deuxième et dernière journée de la Coupe du Monde de la pâtisserie à l'Espace des Chefs jusqu'à 18h. La remise des prix est prévue ce soir à 18h30. On en reparlera un peu plus tard dans cette matinée avec Philippe Contessini puisque ce sera l'invité de Karine tout à l'heure. Deuxième et dernière journée aussi pour la Coupe de France de la boulangerie sur l'espace Tendance Pain. Remise des prix à 17h. Suite et fin des épreuves du deuxième championnat de France des arts gourmands à la Maison de la Pâtisserie. Dernière épreuve ce matin. Elle se déroule jusqu'à 11h30. Puis remise des prix cet après-midi entre 15h et 16h. Le Festival de la créativité gastronomique se tient toute la journée sur l'espace Cuisine en Scène. On va en parler dans un instant avec Anne Luzin qui sera mon invitée. Puis sur l'espace Café Chaud, aujourd'hui la finale des Brewers Cup jusqu'à 12h30 et la finale des baristas et latte art cet après-midi à partir de 13h et jusqu'à 17h30. La remise des prix se fera à 17h45. Et puis vous le savez, c'est une nouveauté cette année sur le CIRA Off. Chaque jour, chaque soir, des activités différentes, des manifestations qui se déroulent à l'extérieur du hall Eurexpo et Paul Bocuse. Aujourd'hui, vous avez rendez-vous aux bouches à oreilles pour aller assister à des dressages de plats de chefs qui se feront en même temps que des musiciens composeront des morceaux. Ce sera donc une véritable soirée à ne pas manquer. Et pour terminer ce CIRA News concernant les infos pures et dures, le pôle expert qui va s'intéresser aujourd'hui à la restauration collective par le biais de RestoCo. C'est une association qui représente les établissements de restauration collective partout en France, des restaurations collectives qui sont en gestion directe et donc qui vont identifier avec vous les exposants qui proposent des produits qui vont vous intéresser. Le rendez-vous est fixé aujourd'hui, mais également demain et mercredi, hall 22. Stand E100 à Eurexpo. Et nous allons maintenant accueillir Anne Luzin. Bonjour Anne. Eh bien bonjour. Bonjour Anne, vous êtes directrice de publication. Absolument, magazine Le Chef. Du magazine Le Chef. Et vous êtes aussi l'organisatrice de ce festival de la créativité gastronomique. Pourquoi avoir eu l'idée de créer ce festival? Eh bien écoutez, d'abord merci de me recevoir. Je suis très contente de présenter ce festival avec vous. Le Festival de la créativité a été créé il y a 10 ans maintenant. C'est un festival qui met en avant les jeunes et les moins jeunes chefs sur leur talent de créativité. Voilà, on parle beaucoup de gastronomie française et on aime mettre, nous, en avant ce côté créatif. Donc en 10 ans, on a vu passer un petit peu plus de 200 chefs, donc des étoilés, des non étoilés, des jeunes, des moins jeunes. Cette année, on a la chance d'avoir des gens comme Stéphane Buron, Moff 2 étoiles Michelin, Ronan Kervarek, et des plus jeunes qui n'ont pas forcément d'étoiles. Mais voilà, c'est vraiment un moment d'échange et de partage entre eux. Je crois qu'on va parler d'une co-animation avec Jean-François Piège. Absolument. Donc chaque année, les éditions sont présentées par un animateur professionnel. Ce sera Eric Limoncini qui nous accompagnera. Et un animateur, entre guillemets, professionnel, plutôt un chef. Un animateur cuisinier. Voilà, plutôt un chef étoilé. Cette année, c'est Jean-François Piège. On a eu, il y a 2 ans sur le CIRA, Thierry Marx. Voilà, on est accompagné de jolis noms de la cuisine. De jolis noms et ça nous fait plaisir. Et je pense qu'ils voient dans cet événement, pour eux aussi, une possibilité de voir des assiettes créatives et des choses
un petit peu en dehors de leur cuisine. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je crois que vous voulez faire un clin d'œil à vos partenaires qui sont aussi des alliés précieux dans l'organisation de ce festival. Absolument, qui nous permettent chaque année de recréer un petit peu l'événement. Donc on remercie, ils sont 5 cette année, donc Métro, Cash & Carry, Enodis, Badois, Président Professionnel et Molinel qui nous fait les vestes. Et pour terminer, en quelques mots, que va-t-il se dérouler sur l'espace de cuisine en scène? Eh bien, cuisine en scène, c'est des box. Donc il y a 8 box. Nous avons 24 chefs qui toute la journée vont faire des démonstrations sur une recette créative de leur choix. Nous n'imposons rien. Et cette assiette sera décortiquée, si je puis dire, par Jean-François et Eric tout au long de la journée. On vous donne donc rendez-vous sur l'espace Cuisine en scène pour ce festival de la créativité gastronomique. Aujourd'hui lundi, c'est donc toute la journée. Prochain Sira News dans 1 heure environ. Et je laisse la parole à Karine Tessandier. Merci. Merci Michel, merci à votre invité. Alors on va parler dans un instant de Place des Vins. On va enchaîner avec ce concours, mais juste avant, je voulais faire un focus sur un événement absolument incroyable aujourd'hui. Nous sommes lundi et alors on va avoir une vraie battle entre des chefs du sud, des chefs marseillais et des chefs lyonnais. Et pour en parler aujourd'hui, eh bien à mes côtés, toute une pléiade de vestes blanches. Vous êtes magnifiques messieurs. Bonjour à tous. Lionel, bonjour. Laurent, bonjour. Vous représentez chacun une équipe. Alors Lionel, le Sud. Oui, donc c'est au nom de Tour Méditerranée, donc l'association des chefs du Sud. Donc on est venu à Lyon. Parce qu'on en avait un petit peu marre. Lyon, sur la capitale de la gastronomie. Cette légende, parce qu'en fait c'est une légende, n'est-ce pas? C'est pas toi qui vas me dire le contraire. Moi, donc voilà, donc nous sommes montés. Et on relève le défi avec Laurent Bouvier, puis son association, donc les toques blanches lyonnaises. Ouais. Donc Gourmet Méditerranée contre les toques blanches lyonnaises. C'est ça. Eh ben, alors quel est le but de cette battle finalement? Il y a des épreuves par équipe, comment ça se passe? Il va y avoir 5 épreuves, ça va commencer à 10h jusqu'à 17h. Ok. Et je vais te laisser expliquer un petit peu le thème, quoi, parce que... Non, simplement, déjà on est très heureux de les recevoir, ça fait un moment qu'on voulait concrétiser ce projet. Et puis l'idée, c'est de mettre en valeur des produits phares des deux régions, en fait. Donc les Lyonnais font des recettes marseillaises et les Marseillaises, c'est ça qui est intéressant. des recettes lyonnaises. Bon, alors on pense que les recettes marseillaises sont certainement plus faciles à faire que les lyonnaises. Alors il y a quoi? Bouillabaisse, aioli, pain bagna. Qu'est-ce que vous allez faire, vous les Lyonnais? Voilà, on est sur ce registre en fait. Ouais. Puis la quenelle. La quenelle, le gâteau de foie de volaille, Ouais. la tête de veau, Mais oui, sauce grébiche. sauce grébiche, Bien sûr. la tarte à la praline. Ah voilà, vous m'en Et- réserverez une petite part. Hein. Et puis pour départager, puisque donc il y a 4 recettes de Ouais. chaque côté, et puis pour départager, il y aura un panier surprise. Ah bon, et qui l'a organisé ce panier surprise alors? Alors on l'a organisé avec la maison Break France. Oui, Voilà, et donc on a des produits sélectionnés, un d'accord. petit peu sud-est, pardon, Oui, et puis un petit peu lyonnais. d'accord. Et Par puis, quelqu'un de neutre, quoi, je veux dire. Oui, tout cas, bon. enfin moi à Lyon, franchement, il n'y a rien de neutre. Hein. Ça fait 48 heures qu'on est là, on a compris comment Dites ça. donc, vous êtes venu en force en tout cas. Hein, Ouais, ou alors, Gourmet Méditerranée est en force. Ouais. Le bus est garé devant. où sont les Lyonnais, Laurent? Ils dorment. Ouais, Ah, Ils ont beaucoup de travail avec le bon, Syrah. c'est ça. Donc ils se sont couchés très tard, mais je sais qu'ils sont sur le pied de guerre déjà. Bon, Et on a le chef de Christophe Marguin qui est à mes côtés. Christophe qui est donc président Bien maintenant sûr. de l'association, les Toques Blanches. Voilà, mais ça va être une belle journée dans un bon état d'esprit. ouais, ça je l'imagine. Parlez-moi un peu du jury alors quand même, parce qu'il va falloir vous départager. Oui, donc en fait, le jury, on a essayé aussi d'avoir un petit peu de Marseillais et de Lyonnais. Ouais, Donc il y a Gérald Passeda, qui Ok. est le président de Gourmet Méditerranée. Il y a Christophe Marguin, Ouais, président de Toques Blanches. Il y a Anne Garabédian, qui est donc la journaliste oui, pour le Sud, Oui. on va dire. Ouais. Celle de Lyon, son nom, c'est déjà, je me rappelle plus. Non, mais c'est c'est moi vrai, je cette me rappelle mémoire plus. sélective là. Ah ouais, non, mais- Pardon. Comment? Oui, il y a donc Odile Mattei, je crois Ouais. qu'elle a. Oui, Il y a bien sûr. Marc Esqueré, Oui, Journal Goemio qui va en Journal présenter, Gomio, et enfin, puis voilà. voilà, donc on va essayer de. Non, mais j'ai pas tous les noms des jurys. Ce qui prouve bien que nous, à Marseille, tu vois, Ouais. on s'est pas renseigné sur le jury. Voilà, Tu vois, c'est ça. on n'a pas Vous l'avez pas essayé de. soudoyé, quoi. Voilà. Bien sûr. Eh bien, écoutez, merci en tout cas d'avoir Merci été à vous de votre accueil. avec Merci. nous sur le plateau. On Merci. rappelle les horaires et le hall qu'on s'y retrouve pour venir 10h, vous voir. 17h, hall 3. Et là, j'envoie le bébé. Alors, Hall 3, sur le stand break. Très bien. Puisque c'est organisé aussi par la maison Break France. Bien. Hall 3, Voilà. stand break, 10h, 17h. Voilà, Tout on à passera fait. vous voir, c'est promis. Passez une belle journée C'est tous gentil, merci. ensemble. Merci. Allez, maintenant, je vous le disais il y a un instant, on va parler du concours
place des vins. C'est un véritable succès et voici un bref résumé de ce concours en images. Vous le savez, tous les jours, on met à l'honneur sur ce plateau les innovations qui ponctuent et illuminent ce Syrah. Eh bien, Michel Tanguy en a débusqué 3 nouvelles aujourd'hui. Allez, bonne chance. Les Grands Prix Syrah Innovation ont été remis ici, sur ce plateau hier, aux alentours de midi. Et on va continuer jusqu'à la fin de ce Syrah, c'est-à-dire jusqu'à mercredi, à vous présenter en détail les produits qui ont reçu ces Grands Prix. Ces innovations qui vont pour la plupart rendre service et améliorer le quotidien des chefs ou des professionnels de la restauration, qu'elle soit commerciale ou collective. Nous allons commencer avec Saucelisse. Saucelisse, c'est la société Soréal qui propose ce produit. Il est juste là, je vous le montre, ouais, je peux vous le montrer. Alors c'est pas très ragoûtant parce que c'est juste un produit de présentation. Donc ça c'est un burger, hein, c'est du plastique, hein, rassurez-vous. Et l'innovation, c'est ça. C'est le petit disque en fait, qui est une réduction de légumes et de condiments qui va permettre à l'opérateur déjà de gagner du temps et d'avoir un seul geste à faire. C'est-à-dire qu'au lieu d'apporter une sauce, des cornichons, des tomates, etc., eh bien, l'opérateur n'aura que ce petit disque de légumes à poser sur le burger. Et ce disque, en fait, va se réassouplir, va retrouver de la souplesse, rien qu'avec la chaleur de la viande et du pain. Voilà, Saucelisse, ça, c'est une nouveauté qui a reçu un Grand Prix Innovation, Grand Prix Innovation Syrah 2015. Vous pouvez apercevoir ce produit Hall 2.1 stand F45. Et j'en ai d'autres. Ah, c'est des vrais, ça. Ah oui, alors regardez. Ceux-là, ils sont vrais. C'est mieux déjà. Donc voilà, le produit congelé et ensuite le produit réchauffé. Donc il y a une sauce en dessous, ici, voilà, on peut la voir, le steak et le condiment. Voilà, Saucelisse Soréal, Hall 2.1 stand F45. On passe ensuite à cet appareil. Je vais le retourner pour que vous puissiez. Alors c'est assez lourd. Je le. Hop, voilà. Je pense que c'est comme ça que vous le verrez le mieux. Cet appareil s'appelle Fusio. C'est un appareil français, alsacien. C'est une véritable innovation. C'est la société Eberhard Frères qui propose cette innovation-là. Alors pourquoi est-ce que c'est une véritable innovation? C'est un barbecue d'intérieur, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, les chefs vont pouvoir, les traiteurs vont pouvoir installer cet appareil-là dans tous les lieux de manifestation et griller en direct devant le client tous les éléments, que ce soit de la viande, du poisson, peu importe, puisque grâce à cette position verticale, il n'y aura plus de dégagement de fumée. Pourquoi? Le principe du barbecue, la braise, les éléments posés sur la braise, à chaque fois que du jus tombe sur la braise, ça ravive la flamme et ça fait émaner, en plus du benzopyrène, qui est un élément cancérigène,
Ici, plus ce problème. La grille reste froide. Vous pouvez donc l'enlever et la retourner très facilement. La source de chaleur est ici, près de 4000 watts de puissance, qui permet de tout griller, de conserver un moelleux à la chair, que ce soit de la chair, de la viande ou du poisson. Et en cuisant, les graisses vont tomber dans la lèche frite qui se trouve en bas. J'enlève le petit papier là. Donc voilà, la lèche frite ici. Vous pouvez y mettre de l'eau pour qu'elle soit plus facilement nettoyable. Ensuite, ça s'écoule très très facilement. Vous voyez, la prise de courant se range ici. Donc l'outil est vraiment bien conçu. Et une fois que vous avez fini de vous en servir, donc déjà je vous montre, ça se range très très bien. Vous posez ça comme ça. Et voilà. Vous pouvez le laisser dans un coin et on n'en parle plus. Fusio Eberhard Frères, vous pouvez trouver ce produit Hall 5 stand B110 pour avoir de plus amples explications. Dernière nouveauté pour ces innovations CIRA 2015, les cuirs de légumes. Je vais soulever la cloche pour que vous puissiez les voir. Alors, je ne sais pas s'il y aura du reflet. Voilà, vous voyez, ça, c'est une feuille qui a été découpée. C'est un cuir de légumes. Et ici, dans l'assiette, vous avez les différents types de cuirs de légumes inventés par la société PCB Création. PCB Création, on les connaissait pour leur innovation, pour leur créativité dans le secteur du sucré, pardon. Et là, en fait, vous allez trouver des produits salés. Alors, je vous remontre celui-ci, par exemple. Donc, vous voyez, c'est très souple. On peut l'emballer, hop, comme ça. Donc, d'ailleurs, vous pouvez faire des sushis. Vous pouvez dresser ça sur un poisson, sur un filet de légumes. Ça tient en four vapeur jusqu'à 70 degrés. C'est un produit 100% naturel. C'est exclusivement la technologie de fabrication qui va permettre d'avoir en fait cette finesse de légumes. On peut avoir la couleur que vous voulez. Vous pouvez, ici, vous voyez, vous avez des arabesques. Donc, il y a un volume, un dessin. Et vous pouvez personnaliser en fait ces cuirs de légumes selon votre société, selon votre marque, définir le logo et donc l'utiliser à toute fin, à toutes celles que vous voudriez pour vos manifestations et votre cuisine. Vous pouvez avoir de plus amples renseignements sur ces produits au stand de PCB Création, Hall 4, stand E18. On reparlera de toutes ces innovations un peu après-midi. Pour l'instant, je laisse la parole à Karine Tesson. Eh bien, merci Michel. Nous allons de notre côté passer à la gestion des biodéchets en restauration en compagnie de Lydie Anastation, créatrice de Restauration 21, un blog d'information de développement durable en restauration. Non. Les biodéchets en restauration, voici un sujet qui méritait d'être traité ici et ce matin même sur la Web TV du CIRA en compagnie de Lydie Anastation. Bonjour Lydie. Bonjour. Rebonjour, je suis ravie de vous retrouver sur cette Web TV. Merci Karine. Alors, on va parler des biodéchets en votre compagnie. Je rappelle que vous avez créé le site www.restauration21.fr, un blog qui vraiment informe les professionnels sur le développement durable en restauration. Donc, pour parler de ce sujet, vous avez eu la gentillesse d'inviter quelques personnes, quelques illustres personnes. Nous allons les présenter. Alors, aujourd'hui, avec nous pour parler de biodéchets en restauration, nous avons à gauche Stéphane Martinez, qui est restaurateur parisien, qui a 2 restaurants donc à Paris et qui a créé la société Moulineaux Compost et Biogaz. Nous avons aussi avec nous Rossella Milani, qui représente la société italienne Comari, Georges Coinet, qui représente la société Jeb Solutions. Alors, la question pour le sujet sur les biodéchets, les restaurateurs, quels seront les restaurateurs concernés en 2015 par le décret des biodéchets en restauration? Rappelons qu'en 2015, un professionnel qui génère 20 tonnes de biodéchets et 150 litres d'huile alimentaire par an est considéré comme un gros producteur de biodéchets. Donc, à ce titre, doit en assurer le tri et s'assurer de leur valorisation. D'où nous allons présenter aujourd'hui quelques initiatives qui ont
ont été mises en place récemment et qui constituent des pistes offertes aux restaurateurs pour gérer leurs biodéchets au moment où ils se retrouveront sous le coup du seuil des 20 tonnes de biodéchets par an. Rappelons aussi qu'en 2016, le seuil des 20 tonnes passera à 10 tonnes. Ah oui. Voilà. Donc il y a une échéance. Il y a une échéance, ainsi que de 120 litres, on passera à 60 litres annuels d'huile usagée, ce qui est rapidement atteint. Oui. Donc Stéphane, vous avez initié à Paris une collecte de biodéchets, un test mené avec le Sinorcat, 80 restaurants concernés, et vous avez collecté en 6 mois 560 tonnes de biodéchets. Donc l'aventure continue. Qu'est-ce que vous proposez actuellement aux restaurateurs avec Moulineau? Bonjour Lydie, oui, comme vous avez dit, c'est une merveilleuse expérience qu'on a mis en place. On a aussi sensibilisé plus de 2000 employés à la mise en place du tri et au gaspillage alimentaire. Voilà, donc ce qu'on a mis en place et comment est-ce qu'on l'a mis en place, il a fallu lancer cette filière. Pour lancer cette filière, il faut donner l'envie aux gens, enlever tous les doutes qu'on a pu avoir. C'est-à-dire que les professionnels ont toujours eu des doutes. On arrive, c'est un nouveau système qu'on met en place, le tri des biodéchets. Est-ce qu'il va y avoir des problèmes d'odeur? Qui va collecter? Le poids? Comment ça va se passer? Où est-ce qu'on va mettre les sacs, etc. Donc on a réussi à lever tous ces doutes pour les professionnels et montrer que c'était quand même très très fluide. Il n'y avait pas de contraintes au niveau de la mise en place. Au niveau de la collecte, c'était très fluide aussi puisqu'on a des petits camions qui fonctionnent avec du méthane, donc ils ont tout de suite compris la corrélation de mettre ces déchets organiques de côté pour se les faire collecter, et derrière ça, ça produit du méthane, donc derrière ça, c'est valorisé. Donc voilà comment est-ce qu'on a réussi à mettre en place cette merveilleuse filière. Alors aujourd'hui, bien entendu, on grandit, on est dans une phase de développement. Nous avons aussi pas que des restaurateurs. Nous avons aussi des scolaires. On va mettre en place là d'ici le mois de février les 12 écoles dans un arrondissement de Paris. C'est une merveilleuse aventure. Dans le centre de Paris? Dans le centre de Paris, dans le 2e arrondissement. Donc voilà, on travaille beaucoup en pilote. On fait une petite expérimentation d'1 ou 2 mois. Ça permet de trouver les clés de la réussite, c'est ce que je dis toujours. Et derrière, ça permet d'enchaîner facilement et assez fluidement. On collecte aussi les marchés alimentaires. On collecte un très gros marché alimentaire, on va collecter aussi des hôpitaux. Enfin, voilà, on se positionne vraiment en tant que spécialiste de la mise en place du tri, la collecte et le traitement, mais on joue aussi sur la sensibilisation. Il faut montrer aussi aux producteurs de biodéchets qu'il y a un levier qui permet de gagner un petit peu d'argent. Justement, qu'il y a des économies. Combien ça leur coûte et éventuellement combien est-ce que ça leur rapporte? Alors, combien ça leur coûte? La question m'arrive assez souvent. Si je vous dis que ça coûte entre 250 et 1800 euros de la tonne. Par repas? Par repas, j'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. Non, mais le coût par repas, Stéphane. Le coût par repas, c'est pas évident de donner un coût sur un nouveau métier comme ça, puisqu'il y a des problématiques, et vous le savez très bien, sur la fiscalité environnementale. Aujourd'hui, on paye par rapport à une surface une surface d'habitation et pas par rapport à un seuil de production. Donc il y a encore des mouvements, et ça, pour ça, les collectivités sont en train d'essayer de bouger, j'espère, de manière à ce que ça puisse vraiment lancer cette filière. Moi, je voulais dire, quelqu'un qui devient client de Moulineau, combien il paye? Alors, quelqu'un qui devient client de chez Moulineau, combien il paye? Aujourd'hui, ça paye entre 250 et 300 euros la tonne. Voilà. Collecté et traité et valorisé. Et attention, je dis bien valorisé. Nous nous engageons chez Moulineau Compost et Biogaz à ce que quand vous faites l'effort de trier ces biodéchets, nous on fait l'effort de les valoriser, c'est-à-dire en compost, en énergie et en électricité. Alors vous produisez un document que vous donnez au restaurateur. Comment ça se passe? Est-ce qu'il a la preuve que ces biodéchets ont bien suivi le bon chemin? Non, on fait ça clandestinement, madame. On n'a pas de papier. Sous le manteau. Sous le manteau, exactement. Des tonnes de déchets, c'est quand même difficile à cacher. Bien entendu, je pense qu'on fait partie des pionniers. Quand on fait partie des pionniers, il faut être exemplaire au niveau de la réglementation. Chaque client a une interface Internet derrière ça, et il a les accords réglementaires en temps voulu à l'heure stockés sur cette base de clients pendant 2 ans. Voilà, pendant 2 ans, il ne s'occupe pas de la paperasse, et c'est aussi ce qui permet de garder la fluidité dans la mise en place de la collecte
et le reste de l'administration. Donc il a bien un document qui atteste de la traçabilité et de la valorisation de ces biodéchets. Exactement, puisque le biodéchet est un déchet de catégorie 3, non destiné à la consommation humaine, avec toute une réglementation derrière, qui est bien entendu très importante. Et quels sont les avantages pour les restaurateurs de s'orienter vers ce genre de prestations? Alors les avantages, la première, c'est une mise en accord avec la réglementation, comme l'a dit Madame Lydie. C'est-à-dire que ça, c'est obligé, enfin voilà, ça fait partie du seuil. Derrière ça, c'est aussi d'aller dans une bonne direction. On est en train et on épuise toutes nos ressources naturelles sur notre planète depuis pas mal de temps. Il faut savoir que la matière organique est une matière qui est capable de nous redonner de l'énergie, de réamender les sols. Ça veut dire énormément de choses, puisque derrière ça, réamender les sols veut dire aussi l'herbe, la bonne herbe va pousser, les vaches vont pouvoir manger, les légumes vont pouvoir venir. Voilà, donc voilà tout ce que ça apporte. Un cercle vertueux. Donc le professionnel qui se met en place, voilà ce que ça leur apporte aujourd'hui. Voilà le retour qu'on a aujourd'hui sur cette mise en place du tri. Merci Stéphane. Donc vous parliez justement une vertu pédagogique de la démarche, c'est-à-dire trier en cuisine en amont. Donc Rossella, on va continuer la conversation avec vous. Vous proposez aux restaurateurs des poubelles qui permettent de compacter les déchets, donc des poubelles dans lesquelles qu'on peut destiner à la collecte de biodéchets, qui mélangées avec des serviettes, par exemple, donnent un volume de déchets moindre. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette solution? Bien sûr. Bonjour Lydie. Alors oui, justement, comme tu disais, nous proposons des poubelles compacteuses à la base, qui peuvent être dédiées à plusieurs déchets, notamment tout ce qui est déchets organiques, mélangés bien sûr avec des serviettes en papier. Pourquoi ça? Parce qu'il y a besoin d'agréger tout ce qui est le mélange, on va dire. Des serviettes en papier non traitées, avec des encres végétales, évidemment, pour suivre la filière. Oui, bien sûr. Là, tout ce qui est déchets, justement, dont il nous parlait Stéphane, ça pourrait être déjà un bon exemple. Après, dans un autre cas, dans tout ce qui est déjà compostable, plateforme compostable, oui, pourquoi pas. On pourrait même y introduire des gobelets ou tout ce qui est emballage en huile végétale, comme tu disais, tout ce qui est emballage compostable. Et ça veut dire que le restaurateur, il gagne combien, quand il utilise ces poubelles, il gagne combien en volume? On va dire qu'une poubelle à nous remplace plus ou moins 4 poubelles traditionnelles. Le but, justement, c'est de ne plus vider les sacs déjà pendant le service, le rush, mais aussi d'avoir du stockage moins problématique. Nous nous trouvons surtout dans le centre-ville dans des situations un peu problématiques souvent. Sans compter le fait que c'est assez cher, tout ce qui est ramassage. Aujourd'hui, le ramassage se fait payer par passage ou par poids. Alors justement, là, c'est deux problématiques différentes. La machine en soi, pas seulement compacte, mais ce n'est pas les liquides et des solides. Ça veut dire aussi que tout ce que vous allez avoir en tant que déchets dans les sacs poubelles, c'est du solide sec. Parce que les liquides sont collectés à côté. Moi, j'ai juste une question pour les odeurs. Pardonnez-moi, mais si on ne sort pas régulièrement les déchets, comment dire? C'est une bonne question. Il y a un petit fumet qui se dégage. Dans un local poubelle, actuellement, je crois que tu m'as dit que les collectes se faisaient tous les jours, tous les 2 jours ou tous les 3 jours, suivant l'emplacement et selon l'organisation. Donc, c'est stocké dans des sacs en plastique. Comment ça se passe, justement, pour gérer la contrainte odeur? Alors, nous, la contrainte odeur, on a fait beaucoup de tests. On s'est rendu compte que, passé un certain délai, il y a une vraie contrainte d'odeur dans les poubelles. Mais quand une matière organique dans la restauration, qu'est-ce que ça va être? Une matière cuite? Une matière crue? C'est-à-dire des épluchures de légumes, des retours d'assiettes. Quand on va les vider dans des sacs, et c'est vrai, comme l'a dit Madame Lydie, on a fait passer nos professionnels du sac opaque, où on ne voit rien de ce qu'on jetait avant dedans, au sac transparent, où d'un seul coup, on se rend compte de ce qu'on jette. Donc on peut jouer aussi sur le gaspillage alimentaire. En leur montrant ce qu'on jette, et on va pouvoir modifier en amont un peu la production. Donc, mais si vous voulez, le sac, il est mis dans un bac. Et ce bac-là est collecté, on collecte en C6, c'est-à-dire 6 jours, 7 jours pour certains établissements, ou en C3. En 3 jours, il n'y a pas le temps, ça n'a pas le temps de fermenter, ça n'a pas le temps de bouger. En C6, on peut imaginer que la solution de compactage des déchets collectés soit une bonne solution en attendant que la collecte. Le camion passe. Oui, faut faire le test. Il faut faire le test pour voir. Sans compter l'effet qu'en fait, dans la poubelle, on a intégré bien sûr un réservoir
un réservoir de désinfection, c'est-à-dire que vous introduisez un produit et la poubelle vaporise ce produit, c'est normal. Parfait. Mais après, c'est vrai que le but, c'est d'avoir les moins de sacs possible, ça c'est clair. Merci Rossella. Je vais me tourner vers Georges Coinet qui représente GEB Solutions. Donc GEB a mis en place la technique de la déshydratation des biodéchets. C'est ce que vous mettez en avant. C'est quoi la déshydratation, Georges, et à quoi ça sert? Bonjour Lydie, bonjour tout le monde. Donc la déshydratation consiste à enlever sur le site l'eau qui est contenue dans les biodéchets. On sait que les biodéchets contiennent en moyenne 80% d'humidité. Et nous, notre principe de base et de départ, c'était de se dire quel intérêt de transporter de l'eau. Donc, partant de ce principe, on a décidé de l'enlever directement à la production. Donc, ce qui nous permet de récupérer un produit qui est débarrassé de son humidité et de par le fait n'est plus fermentescible. Il est stabilisé, à tout le moins. Ensuite, ça va permettre d'avoir une collecte beaucoup moins fréquente puisque le problème d'odeur ne va plus se poser et le problème du transport va être réduit en tout cas par 5 vu que la masse va être réduite par 5. Donc la déshydratation se fait sur le site au jour le jour avec des machines qui, bien évidemment, ces machines sont tout ce qu'il y a de plus... aux règles sanitaires, aux directives européennes et ainsi de suite. Et ces machines sont au bénéfice d'un brevet qui a été déposé spécifiquement. Le but de ces machines étant de produire quelque chose. Donc on va produire ce qu'on appelle un substrat organique, qui est de la matière purement organique, qui ensuite va pouvoir être revalorisée, alors de différentes façons. Aujourd'hui, on a plusieurs formes de revalorisation. En général, on passe par une collecte en vue de compostage, mais ce n'est pas notre but. Notre but étant de pouvoir la revaloriser directement sous forme ou d'amendement ou d'engrais. Mais concrètement, un restaurateur qui a votre machine, là, le produit qu'il obtient, ça va où? Alors aujourd'hui, il est collecté par des petits véhicules qui collectent moins de 500 kg à la fois et qui vont transporter ça majoritairement vers des centres de compostage agréés en attendant d'avoir notre future filière propre qui va être une revalorisation sous forme d'engrais. On est en train de mettre tout ça en place, on est en train de travailler là-dessus. On a déjà fortement avancé, on a des tonnes d'analyses qui sont disponibles sur notre site internet. Le but à terme étant de pouvoir revaloriser directement sous forme d'engrais ou d'amendement suivant la teneur. Donc pour l'instant, ça part sur une filière de compostage. Vous donnez un document oui, aussi bien sûr, un DCA comme fait Stéphane, comme font tous les collecteurs aujourd'hui. Donc la solution déshydratation, c'est plus pour quel type d'établissements font appel à vous en ce moment? Alors, des gens isolés peut-être, qui sont un peu isolés, pas dans il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. À mon avis, au niveau des biodéchets, il n'y a pas de solution miracle. Il y a plusieurs solutions qui sont, pour chaque utilisateur, va avoir des avantages, des inconvénients. Et puis après, l'utilisateur fait la part des choses et choisit lui-même la solution qui lui convient le mieux. Nous, aujourd'hui, on s'adresse principalement aux collectivités, aux hôpitaux, mais aussi aux écoles, aux lycées et aux endroits où on produit beaucoup de biodéchets, étant donné que la loi et le fameux article 204 et la directive de 2011 font qu'au fur et à mesure que le temps passe, voilà. Mais il est vrai que pour mettre en place un équipement comme le nôtre, il faut quand même un minimum, un volume à produire. On ne va pas s'adresser aux restaurateurs de ville, comme fait Stéphane. Par exemple, donc combien de couverts jour à peu près Pas que, il ne s'adresse pas que aux restaurateurs de ville. Non, mais je veux dire, il y a des endroits où nous, on n'ira pas. Oui, l'indépendant voilà. peut-être. Il y a des endroits où nous, on n'ira pas parce qu'il y a des contraintes. Voilà. Il y a plein d'endroits où on n'ira pas, où d'autres solutions sont mieux adaptées que les nôtres. Et puis, nous, c'est une proposition parmi d'autres. Et c'est au restaurateur de faire son choix. Et combien ça coûte? Alors, et voilà. Mais il faut les quitter. On a demandé à Stéphane, on vous demande. La question aussi. Répondez. Combien ça rapporte? Alors, évidemment, ça coûte, mais la gestion des déchets en général coûte. Oui. Voilà. Donc nous, on va avoir des machines. Nous, on a des machines où on va proposer diverses solutions. Soit notre client va investir dans sa machine et puis il va l'amortir et ensuite le coût sera en fonction de son amortissement terminé.
On a aussi des systèmes de location, même à courte durée, hein, qui consistent à une prestation globale où on va mettre à disposition une machine adaptée au site. Et puis, on va assurer la collecte et la revalorisation derrière. Et là, partant de la plus petite machine, on est à autour de 300 € par mois pour une prestation globale sur des petites machines qui vont traiter 30-35 kilos journellement. Il y a qu'à Rosella qu'on n'a pas demandé le prix de ces, oui, combien ces ça coûte une poubelle compacteuses. Alors, on va dire qu'il y a différentes poubelles, Oui. déjà. Et donc, différents prix. Différents prix. Voilà. Bon, on va dire qu'on part de plus ou moins 3 500 jusqu'à 8 000, 9 000. Après, ça dépend si c'est petite poubelle, grande poubelle. Pour la salle, les lobbies, la cuisine. Il y a des presses aussi qui vont sortir cette année. Voilà. Très bien, on va rester sur cette notion chiffrée. Merci Lydie, merci à vous trois d'avoir été ce matin de bonne heure et de bonne humeur sur ce plateau. Merci. Pour l'heure, eh bien, on va retrouver Michel Tanguy. Michel Tanguy pour son geste de chef. Et alors figurez-vous qu'aujourd'hui, on n'a pas un chef, mais on en a deux pour le prix d'un. Merci à vous. En dessous. Et vous avez bien raison, Karine. Deux chefs pour le prix d'un. Ils nous viennent des cuisines, je peux dire ça comme ça, des cuisines d'Alain Ducasse, Alain Ducasse Éducation. Alors, Frédéric Bonnet, vous êtes chef exécutif de l'ENSP. C'est l'École nationale supérieure de pâtisserie à Yssingeaux. Exactement. Alors, en fait, vous n'êtes pas intégré à l'école Alain Ducasse et vous vous associez pour le CIRA avec Alain Ducasse. Alors, c'est pas tout à fait ça. En fait, depuis une année environ, les trois écoles Ducasse ont décidé de créer une seule entité. Donc maintenant, on a plutôt, avec Philippe, l'intention de travailler en collaboration plutôt que chacun de notre côté. Ça, c'est vraiment le but à long terme. Donc Philippe Golino, vous êtes chef exécutif du centre de formation à Argenteuil. Oui, c'est ça. Dans la région parisienne. Donc vous êtes plutôt sur l'aspect salé. Oui, c'est ça. Et nous avons donc Frédéric pour l'aspect sucré. Exactement. Messieurs, merci d'être là. Un mot avant de commencer cette démonstration donc, sur la pâte à choux, sur le geste notamment du desséchage et aussi du pochage, et bien sûr du dressage final une fois qu'on aura cuit cette pâte. Quelle est votre activité quotidienne à vous par exemple? Disons, le centre de formation donne des cours pour les professionnels autour de différents thèmes de cuisine, autour des restaurants du chef, par exemple, l'univers du chef, mais quelquefois on donne un focus par rapport à certaines techniques ou des produits ou une tendance de restauration. Voilà, on a 36 thèmes différents. On donne aussi également des cours pour les commis, chefs de partie et des cours de reconversion, puisque le chef souhaitait vraiment développer un maximum l'éducation autour de la pâtisserie, de la cuisine. Et Fred va faire également futurement des cours pour des chefs exécutifs, comme nous également au centre de formation. Donc vous êtes plutôt orienté dans un milieu professionnel Oui. que grand public. Oui. Et donc vous, alors jusqu'à présent, c'était les cours de pâtisserie aussi destinés aux professionnels, du perfectionnement? Alors, l'ENSP, l'histoire a commencé il y a 30 ans. Avec exclusivement des cours réservés aux professionnels. Donc on avait des formateurs extérieurs, notamment meilleur ouvrier de France ou champion du monde, qui venaient donner ces cours à des personnes qui souhaitent se perfectionner. Et depuis 7 ans, l'école a décidé de former les personnes en reconversion professionnelle. Donc aujourd'hui, on accueille environ 300 personnes par an en reconversion pour une formation en CAP, CAP reconnu en diplôme d'État. Oui. Et cette année, donc 300 France et 200 internationaux. Et on espère évidemment continuer l'évolution comme ça. Faire développer ces cours. Exactement. Messieurs, merci d'avoir pris sur votre temps pour venir partager un peu de votre savoir avec nous. Alors, on va faire un peu un 2 en 1 ce matin. Vous allez nous montrer les bases, le geste, hein, c'est notre thématique au quotidien. Alors, le geste, c'est la pâte à choux. Notamment, je trouve que le geste du desséchage, pas tout à fait évident, il faut qu'on ait la bonne texture, il faut savoir à quel moment la pâte est véritablement desséchée parce que cela jouera dans la qualité, à la fois la texture, le produit final. Et une fois que cette pâte sera faite et cuite, eh bien, c'est Philippe Golino qui va nous dresser une raide ligieuse. Et oui, c'est la finger food, c'est comme ça qu'on dit. Exactement, c'est une revisitation salée d'une recette historiquement équilibrée aux 3 étoiles à Monaco, le restaurant Le Louis XV.
Et en fait, on a pris cet équilibre de goût pour pouvoir l'axer sur un finger food un peu différent, un peu ludique. Donc là, on aura en base une pâte à choux, à l'intérieur une embeurrée de choux, quelques gambas. Ensuite, par-dessus, on a fait une petite laque de fumée de homard, puis une sphère de chantilly, citron, piment. Pour finir, on aura une petite crevette bouquet revenue au beurre de micelle. Moi, ça me tente. Je vous laisse commencer à travailler. Très bien. C'est parti. Je vais m'associer. Je vais dire, nous aussi, on va travailler. Allez, allez-y. C'est parti. Montrez-moi. Donc, on part. Hop, je vous laisse la place sur la plaque de cuisson. Alors, pour la recette de la pâte à choux, évidemment, vous trouverez partout des milliers de recettes. Moi, je vais juste essayer de vous apporter déjà la recette qui, moi, me plaît et avec qui je me sens à l'aise. La pâte à choux, il y a plusieurs techniques, je viens de vous en parler, notamment, là je suis parti sur de l'eau, du sel et du beurre. Par exemple, on peut y mettre du lait. Le lait contient des glucides. Si vous mettez du lait, vous n'aurez plus besoin de sucrer la pâte à choux. Voilà, tout ça, c'est des petites subtilités. Vous en avez parlé, donc notamment du desséchage. Moi, personnellement, je ne dessèche pas trop, puisque j'aime travailler une pâte à choux relativement souple. Plus elle sera souple, moins il y aura de risque qu'elle éclate à la cuisson. D'accord. Et justement, je vous en parlerai notamment après le pochage. Il y a eu plein d'évolutions de ce côté-là. Tu veux pas et comment faire pour qu'un chou n'éclate plus aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est pas prévu qu'on en parle dans cette émission, et notamment qu'on le démontre, mais je vais vous en parler juste pour les petites subtilités. Le craquelin. Notamment, le craquelin. Alors là, donc, on fait fondre en fait le beurre dans l'eau avec le sel. Exactement. On va porter à ébullition. Là, on porte à ébullition, on y ajoutera la farine. Et la première opération importante, ça sera justement le desséchage de la pâte à choux. Donc comme je vous le disais, desséchage, il est possible de dessécher beaucoup pour avoir une pâte à choux relativement ferme, d'accord ? Mais une fois de plus, tout dépend de la farine que vous utilisez. Si vous utilisez une farine type 45, type 55, plus axée pâtisserie, ou type 65 qui est plus forte en gluten, vous n'aurez pas le même résultat. Donc en fait, la pâte à choux, c'est un élément de base en pâtisserie, mais qui est vraiment très très technique à maîtriser. Notamment, c'est pour ça qu'au concours de meilleur ouvrier de France, on en fait régulièrement. Ouais, donc on a bien fait de vous le demander ce matin, parce qu'effectivement, ça paraît simple de l'extérieur, mais ça ne l'est pas tant que ça. Mais... Alors, est-ce que donc juste, on va dessécher finalement, le desséchage va-t-il varier en fonction de l'utilisation finale? C'est-à-dire que, on va dire que pour un produit dressé minute, on va conserver une souplesse de produit, et pour un produit qui va être dressé et qui va devoir se conserver dans le temps, on va plus dessécher pour avoir un produit plus ferme. Alors non, pas vraiment. En fait, pas vraiment. Tout dépend de l'utilisation du pâtissier. Ouais. Certains la poche plutôt ferme et y ajoutent du craquelin. Donc évidemment, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il s'assure que la pâte à choux reste très lisse. Moi personnellement, je trouve que le craquelin, c'est pas la solution à tout. Ou tout au moins, ça peut être la solution de facilité. Donc je mets un point d'honneur à essayer de réaliser une pâte à choux qui craque le moins possible, et en dorant la pâte à choux. Ça, c'est une possibilité. Ou alors depuis, en mettant du sucre glace sur la pâte à choux. Sucre glace qui fond à la cuisson, qui fait une pellicule, et la pâte à choux ne craque plus. Est-ce que le craquelin apporte véritablement le croustillant, ça apporte de la gourmandise? On a peut-être plus envie de trouver ce croustillant lorsqu'on va manger un chou chez un pâtissier qu'une bouchée salée. Alors justement, le métier a évolué, et aujourd'hui, les clients recherchent ce croustillant dans la pâte à choux. Croustillant qui est vraiment novateur, hein, puisqu'il n'y a pas très longtemps qu'il existe. Et voilà, comme je vous l'ai dit, moi je suis fan de cette technique. Mais par contre, c'est vrai que c'est important pour moi que les jeunes qui sortent d'un CAP sachent faire une pâte à choux sans craquelin. On va juste montrer à la caméra le fait que Donc là, c'est à ébullition. Là, c'est à ébullition, vous voyez, ça a moussé, le beurre est complètement fondu. Exactement. Et on va y incorporer d'un coup la farine. Exactement. Donc la recette, comme je vous l'ai dit, je pense qu'il n'est pas très utile d'en parler. Vous trouverez des centaines de recettes sur Internet, sur le journal du pâtissier, sur tous les journaux professionnels. Là, vous avez mis combien de liquide? Alors, pour une base de 250 grammes d'eau ou 125 de lait, 125 d'eau, on ajoute 140 grammes de farine. D'accord. On n'a pas peur de faire des grumeaux, on l'a vu, vous mélangez tout doucement le volume de farine dans le... C'est pas véritablement important pour le succès de la recette. Non. Alors évidemment, si vous avez une farine qui a pris l'humidité et qui présente quelques grains, il est préconisé de la tamiser. Bon là, en l'occurrence, on voit que la farine est saine, il
Il n'y a aucune raison. Donc là, je mélange bien, d'accord? Notamment les grains dont vous parliez ont complètement disparu. Et là, on va commencer à dessécher. Voilà. Alors c'est là où le geste va s'avérer important. Enfin, l'œil finalement, parce que le geste, on va mélanger, tout simplement. On va mélanger, mais moi je dis toujours à mes élèves qu'en pâtisserie, vraiment, la technique c'est important, mais un jour, l'œil vous parle beaucoup. L'œil du pâtissier. On travaille beaucoup justement au visuel. Et là, par exemple, vous voyez, quand vous lisez une recette, on vous dit souvent la pâte à choux, au moment où elle est desséchée, elle doit faire une boule. Vous voyez là, par exemple, on ne peut pas dire que ça fait réellement une boule, mais par contre, je sais qu'elle est suffisamment desséchée pour la consistance que moi, personnellement, je veux lui apporter. Et notamment, la travailler assez souple. Et le tactile, si on la touche, non, ça n'apporte rien. Si vous la touchez, alors ici, et justement, vous allez le faire avec moi pour vous rendre compte. Là, on va arrêter. En fait, vous allez voir que... Donc là, on voit qu'elle est lisse, d'accord? Et là, déjà, par habitude, je peux vous dire qu'on a utilisé une farine qui était faible en gluten, pardon, et du coup, une pâte à choux qui n'a pas beaucoup de corps, qui risque moins d'éclater. D'accord. Ah oui, parce que ça aussi, ça joue. C'est-à-dire que la force de la farine va faire que la pâte à choux va plus ou moins se dessécher. D'accord. Donc il vaut mieux une farine faible en gluten si on veut avoir une pâte à choux qui n'éclate pas à la cuisson. Qui éclate moins. D'accord. Voilà. Et là, si vous le prenez et que vous faites ça dans vos doigts, là, vous avez déjà travaillé une pâte brisée. Une pâte brisée, quand elle a du corps, ce qu'on appelle du corps, quand on la pince, vous savez, elle se rétracte. Oui. Ça peut arriver. Mais là, la pâte à choux, c'est exactement pareil. On le voit, elle ne se rétracte pas. C'est pour ça que je vous disais qu'on a une pâte à choux qui aura peu de corps. Moins de risque d'éclater au four. Donc là, vous estimez qu'elle est... Là, pour moi, elle est comme je l'aime. Je ne dis pas qu'elle est idéale, elle est juste comme je l'aime. On va demander, on a vu les images à l'instant de Frédéric Bonnet qui travaille, de Philippe Ugolino qui travaille sur sa raie religieuse. Alors là, ce que l'on voit là, Philippe, ce sont des petits disques de couleur rouge. Qu'est-ce que c'est exactement ces petits disques? Et en fait, c'est un fumet de homard qui est légèrement collé à l'agar-agar, puisque ça sera la finition de la coque du chou avant de pouvoir déposer la sphère de chantilly qui va être presque comme un sorbet. Donc là, pour l'instant, vous en êtes, on va dire, à la préparation des éléments. Exactement. Pour dresser. J'ai ouvert mes choux, je suis en train de réchauffer mon embeurré. Je vais pouvoir charger mes choux à l'aide d'une petite cuillère, puis rajouter un peu de châtaigne et de gambas à l'intérieur. Je vais positionner le chapeau par-dessus, puis la laque, repasser un petit moment au four, 3-4 minutes, pour avoir un chou légèrement tiède et pour faire le choc thermique, je dirais, avec la sphère de chantilly qui est légèrement surgelée. Alors nous poursuivons donc cette pâte à choux. Vous avez déjà incorporé 2 œufs. Là, c'est le deuxième. Alors vous les avez incorporés un à un. Oui, alors là, c'est pas comme la farine, on y va petit à petit. Alors évidemment, là pour la démonstration, vous la faites à la main. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est toujours plus facile de la faire quand on a un petit batteur. D'accord. Parce que l'incorporation des œufs est toujours un peu délicate. En tout cas, là, on voit que pour l'instant, la pâte absorbe sans aucune difficulté les œufs qu'on y incorpore. Alors une fois de plus, pour vous donner un repère, quand on fait 1 litre de pâte à choux, on est censé y incorporer 800 g d'œufs. D'accord. Ces 800 g, en fonction de la farine utilisée et du temps d'ébullition, peut varier de 800 g à 1 kg. D'accord? Une fois de plus, tout dépend comment on aime la pâte à choux, si on aime la travailler souple ou ferme, et le temps de desséchage. Là, vous avez prévu 5 œufs. Est-ce que vous allez complètement les incorporer dans la pâte à choux? Alors là, je pense que je vais en mettre 4. Et pas après, forcément 5. Pas forcément 5. Une fois de plus, tout va dépendre de la texture. Est-ce qu'en fait, il faut que la pâte soit, on va dire, souple, mais avec du corps? Mais qu'elle se tienne. Parce que si elle est liquide, là, on aura des choux qui vont plus s'apparenter à des galettes. Alors voilà, vous aurez des choux qui seront très lisses. Pour ça, il n'y aura aucun souci. Par contre, le problème, c'est qu'ils ne vont pas du tout développer. Ouais. Qu'est-ce qui fait le développement? C'est les œufs qu'on y incorpore? Non, pas du tout. C'est l'air incorporé au moment d'ajouter la farine et les œufs. Et évidemment, l'air cherche à s'échapper au four. Et du coup, ça fait gonfler la pâte à choux. On a besoin d'un temps de repos pas du tout. Les œufs ont au contraire. Alors ça, on a tous des techniques différentes. Moi, je poche la pâte à choux le plus chaud possible. D'accord. Voilà.
C'est important de le signaler parce que parfois, c'est vrai qu'on a tendance à laisser reposer, à refroidir. Il y a certaines recettes qui demandent un temps de repos. Alors, ce qu'on peut faire aussi, ça c'est la petite subtilité, une technique qui s'est beaucoup fait au concours de meilleur ouvrier de France, on ajoute un peu de lait tiède à la fin. D'accord ? Qu'apporte le lait alors ? Alors, le fait d'apporter du lait, surtout tiède, pas froid, casse le gluten que contient la farine, si vous avez utilisé une farine de force. Ouais. Et notamment, c'est encore une chance supplémentaire d'avoir une pâte à choux qui ne craque pas. Puisque le défi d'un pâtissier tous les jours, c'est d'avoir la plus belle pâte à choux possible. J'espère que vous prenez les notes parce que là, on a quand même eu pas mal de conseils avec Frédéric Bonnet concernant la pâte à choux. Je pense que on la réalisera peut-être plus pareil ensuite. Parce que c'est ce genre de petits détails qui sont très importants voilà, dans la réussite d'une recette. Je vous parlais de mettre du lait au départ de la recette. Alors moi, je le fais systématiquement. Alors, prix de revient un peu plus élevé, c'est vrai pour les artisans de tous les jours. Oui. Mettre du lait, évidemment, coûte plus cher qu'y mettre de l'eau. Mais par contre, une pâte à choux plus gourmande, plus dorée, plus gustativement plus intéressante. Plus intéressante, ouais. Alors là, on voit Philippe Golino commencer à dresser ses choux dans le fond avec son embeurré de choux. Donc les disques de fumet sont pré-découpés, prêts à être déposés sur le dessus du chou. Ensuite, les gambas sont elles aussi réchauffées dans la poêle. Et il suffira, comme nous l'expliquait donc Philippe, de passer ces choux au four quelques minutes pour pouvoir les déguster tièdes. Exactement. Alors finalement, vous mettez le 5e œuf. Finalement, je mets le 5e. Vous pensez que alors j'aurais pu pocher à 4 avec les 4 œufs. Mais comme je vous l'ai dit, et je vais pas me mentir à moi-même, je préfère la travailler souple. Ouais. Donc je vais pas déroger à ma règle, je vais la pocher assez souple. D'accord. Là ça va, elle se tient encore. Là elle se tient et l'idéal c'est quand vous pochez et que la pâte à choux naturellement s'affaisse légèrement. C'est signe d'une pâte à choux qui est de bonne texture. Et donc si elle s'affaisse un petit peu, normalement on aura à la fois un bon développement et un chou qui ne craquera pas à la cuisson. Voilà, exactement. Alors que c'est vrai, quand on poche une pâte à choux très ferme et très froide, là, vous ne mettez pas toutes les chances de votre côté. Philippe Golino, j'ai une question. Je ne veux pas vous troubler dans votre concentration et votre préparation. Est-ce que vous pensez que dans 2 minutes, on pourra déguster ? Oui, je pense. Bon, alors vous avez 2 minutes, Philippe. Et, là, on va passer au et nous, en dressage. 2 minutes, voilà, nous aurons le temps de terminer notre recette. Et de pocher. Elle est très très belle. Elle a une très belle tenue. On voit qu'elle est souple mais qu'elle se tient encore très bien. Elle est lisse, elle est brillante. Donc là, on avait préalablement préparé la poche à douille. Donc voilà, donc le petit conseil pour quand on veut pocher des choux relativement ronds, c'est de pocher de manière assez verticale. Oui. D'accord ? Plus vous mettrez de manière horizontale, plus vous aurez un chou qui part sur le côté. Alors que si vous restez très vertical, et évidemment à la fin le geste, un petit coup sec. Est-ce que vous avez entendu ce bruit ? Regardez le four vient de s'ouvrir, les choux sont prêts. Je vais me décaler légèrement pour les apercevoir de plus près. On voit qu'ils se sont un tout petit peu assouplis avec la chaleur. Donc là, c'est vraiment les derniers moments du dressage, Philippe ? Oui, tout à fait. Là, je fais le dernier assemblage puisqu'on se retrouve avec un élément chaud et un élément glacé. Donc là, ce sont des sphères de chantilly glacées. Exactement. Ouais. Au citron avec un tout petit peu de piment. Je vais les positionner. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça donne véritablement envie. Messieurs, je vais vous remercier. Philippe Golino, Frédéric Bonnet, merci d'être venu à la fois nous montrer ces gestes de base, donc la préparation de la pâte à choux, le desséchage et le pochage, et le dressage du produit final avec Philippe Golino. Karine,
si vous me le demandez gentiment, oui. Je suis prêt à partager ces petits choux avec vous. Ah, voilà, là je vous avez vu reconnais, comme je suis Michel. bon? Absolument, et je vous en remercie. Merci à tout à l'heure. également aux deux chefs qui vous Et merci à accompagnent. On se retrouve tout à l'heure avec grand plaisir.